Les amis, deuxième épisode de mes pensées MMA, un nouveau format sur la chaîne, un format podcast, je le rappelle, avec très peu d'illustrations. La fois passée, on a parlé de l'UFC Seattle, j'avais réagi à chaud. C'est un peu le concept de ce format justement. Je prends un sujet et je le développe sans l'avoir forcément énormément creusé. Alors je l'ai creusé moi, oui, j'y ai réfléchi, mais j'ai pas forcément été prendre des avis à droite à gauche, j'ai pas forcément été voir sur les réseaux sociaux. C'est une réflexion et je vous en fais part. Aujourd'hui, je vais rebondir sur les propos de Michael Chandler. On en a parlé, je crois, dans l'émission d'hier. Il disait tout simplement que les poids légers étaient la catégorie la plus divertissante, la plus excitante à l'heure actuelle à l'UFC. Je me suis donc posé la question, c'est vrai que les poids légers, ça fait un bon moment depuis l'époque de Conor McGregor en fait, où on a toujours été très intrigué, il y a toujours eu de fortes personnalités, il y a toujours eu un top 10, voire un top 15 de folie. Donc c'est vrai que les poids légers se posent ici, mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller voir catégorie par catégorie les top 15 et de voir un peu où on en est. Forcément, on va se baser sur le côté sportif, mais aussi sur le divertissement en dehors de la cage. Si tu veux apporter tous les fans, si tu ne veux pas que les hardcore fans qui te regardent, mais que tu veux que le grand public vienne voir ce que tu fais, il faut aussi être un peu actif en dehors de la cage. Michael Chandler, c'est ce qu'il voulait dire. Sportivement, les légers, c'est intéressant. Lui, il se vend beaucoup sur les réseaux. Tu as des vétérans comme Dustin Poirier, par exemple, comme Justin Gaethje, qui sont aussi des gars qui sont connus, donc les gens connaissent leur nom, vont aller voir. Puis tu as Paddy Pimblett, par exemple, qui monte, qui parle beaucoup. Renato Moicano, qui fait beaucoup parler de lui aussi. Donc tout ça contribue au folklore de la division. Je dis ça dans un sens très positif, bien sûr. Et donc je vous propose d'aller voir catégorie par catégorie où est-ce qu'on en est actuellement et voir si les poids légers sont réellement les plus intéressants à l'heure actuelle, les plus divertissants. Bien sûr, c'est mon avis. Vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. On sera forcément pas d'accord sur certains points, mais c'est le but de cette chaîne, vous le savez, de partir un peu dans tous les sens et chacun donne son avis et on en discute. On commence tout de suite avec la catégorie la plus légère, ça me semble assez logique. Les flyweight, on a le champion Alexandre Pantoja, suivi de Royval, Moreno, Albassi, Kai Kara France, Tatsuro Taira, Manel Capé, Alex Perez, Azu Almabayev, Steve Erceg, Elliot Ulanbekov, Charles Johnson, Bruno Silva, Kaya Sakura et enfin, Joshua Van. Cette catégorie, je ne pense pas dire de bêtises en affirmant que nous avons parmi les combattants les plus complets de l'UFC dans cette catégorie-là. Tous les combats nous régalent. Bon, c'est arrivé, on a vu le KP Mokaev qui était pas terrible. Bon, Mokaev n'est plus là, sinon ça aurait fait un nom de plus. Dans cette catégorie déjà bien fournie. Même les combattants te disent que dans le top 10, voire dans le top 15, tout le monde peut battre tout le monde sur un combat. Là, on a Pantoja qui règne sur la catégorie, qui a battu énormément de prétendants. Il a battu Royval, il a battu Moreno, donc le numéro 1 et le numéro 2. Il a déjà battu Capé, c'était il y a quelques années. Tu vas plus loin dans le classement, il a battu Erceg. Déjà, quand on lui avait mis Erceg en face, beaucoup de personnes ne comprenaient pas trop. Erceg était déjà assez loin dans les classements. L'UFC commençait déjà à se poser des questions parce que Pantoja, il y en a certains, il les a battus plusieurs fois. Donc si tu veux attirer l'intérêt du public, il faut parfois un peu de sang neuf. Et puis dernièrement, on lui a mis Kaya Sakura face à lui, le japonais champion du Rising. C'était une sorte de combat champion contre champion. Encore une fois, il n'y a pas eu photo, Pantoja a fait ce qu'il fallait, il s'est imposé. Donc tu as Kaya Sakura maintenant qui est classé 14, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Très prochainement, il peut faire une grosse victoire contre un gros nom de la catégorie et puis atterrir directement dans le top 10, voire le top 5. Je pense que c'est fort possible. Une catégorie, donc sportivement, on se régale. Pour ce qui est du divertissement en dehors de la cage, on va pas se mentir, c'est pas génial. Tu as Manel Capé qui parle un peu, Kai Kara France aussi, mais c'est tout. Comme il n'y a pas trop de répondants en face, bon bah Capé, quand il fait du trash talk, parfois t'as pas trop de retour. On se souvient à l'époque où Alexandre Pantoja avait affronté Kaya Sakura, Kai Kara France avait dit ouais, tu t'es trompé de Kai, machin. Ça prenait pas vraiment. Donc le divertissement en dehors de la cage n'est pas au rendez-vous. Par contre, dans l'octogone, on se régale vraiment. Le point négatif, comme je disais, c'est que Pantoja commence à avoir battu pas mal de contenders. Le prochain, logiquement, là je vais vous poster ça juste après avoir enregistré, donc il ne devrait pas y avoir trop de changements en une heure. Ce serait que Kai Kara France devrait affronter Pantoja possiblement au mois de juin. Il est numéro 4 en plus, Kai Kara France. Il a fait un combat en 2023, un combat en 2024, c'est donc pas le plus actif dernièrement. Là, il est sur une victoire, mais avant ça, il avait connu deux défaites. Bien sûr, il y avait une split décision, défaite par split décision face à Albazi, mais c'est une défaite quand même. Tu sens que l'UFC a freiné des cas de fer pour de nouveau donner sa chance à Royval, puisque Royval était censé affronter Capé ce week-end.
Et l'UFC ne lui avait pas promis, en cas de victoire, d'avoir sa chance à la ceinture, d'avoir de nouveau sa chance à la ceinture. Du coup, ce week-end, Capé va affronter le numéro 8, Azu Almabayev. On n'en parlait pas énormément jusqu'à maintenant, sauf qu'il faut savoir que lui, il est sur 17 victoires consécutives, dont 4 à l'UFC. Donc s'il bat Manel Capé, il va tout de suite mettre son nom dans le chapeau pour combattre pour la ceinture ensuite. Et puis tu auras Manel Capé, au vu de ce qu'il fait dans l'octogone, il sera encore à 1 ou 2 victoires, lui aussi, d'être dans la discussion. Donc en fait, ce week-end, on peut rajouter de nouveau un nom dans les discussions très intéressantes, alors qu'il y a déjà énormément de monde. Moreno, s'il combat pour le titre, c'est pas volé. Royval, c'est pas volé. Albassi, il est sur une défaite quand même. Mais il peut revenir. Bon, bah, Kai Kara France, ça risque d'arriver. Tatsuro Taira, on l'a vu perdre contre Royval, mais le combat était extraordinaire. C'est pareil, une victoire, et on va parler de lui. Donc cette catégorie, elle est parmi les plus relevées à l'UFC. Quand tu vois que le numéro 14, c'est Kaya Sakura, qui pourrait arriver à n'importe quel moment. Tu as aussi classé numéro 12, Charles Johnson. Alors lui, il a l'air d'être assez populaire, je comprends pas trop pourquoi. Ok, il est sur 4 victoires de suite. Moi, je suis pas ultra fan de ce qu'il fait dans l'octogone. Peut-être que je me trompe et puis qu'il va finir par devenir une superstar. Je pense qu'il est assez actif sur les réseaux, ce qui explique qu'il a une grosse fanbase, comme on dit. Maintenant, lui, c'est pareil, il est classé 12. Avant ses 4 victoires de suite, il avait connu 3 défaites. Donc il a déjà goûté à la défaite, mais ça veut rien dire, hein. Tu peux te relever et revenir encore plus fort. C'est pareil, c'est un gars que l'UFC peut-être peut pousser un petit peu. Donc voilà, une catégorie de dingue, des match-ups de fou à faire. On se régale quand on les regarde combattre. Pendant longtemps, l'UFC n'a pas mis cette catégorie sur le devant de la scène. On leur donne de plus en plus de main event quand même, faut être honnête. Est-ce que le grand public suit? Petit à petit, j'ai l'impression qu'ils s'y mettent. Ça manque juste peut-être un peu de forte personnalité. Je pense que c'est surtout ça qui manque à cette catégorie, mais sportivement, vraiment, il n'y a rien à dire. On monte d'une catégorie maintenant, les poids coqs, et son champion, Merab Dvalishvili, qui vient de défaire le numéro 3 maintenant, Oumar Nurmagomedov. Donc on a Merab champion, numéro 1, O'Malley, ancien champion, Merab lui a pris la ceinture. Petroyan, Oumar Nurmagomedov, Cory Sandhagen, Figueiredo, ancien champion de la catégorie du dessous, Song Yadong, Marlon Vera, Rob Font, Henry Cerudo, Mario Bautista, José Aldo, Kyler Phillips, Ayman Zahabi, Marcus Maggi et Montel Jackson. Cette catégorie, elle nous régale elle aussi. Alors le truc, c'est que Merab, c'est un peu comme Pantoja, il commence à avoir battu pas mal de monde. Maintenant, on se dit qu'il y a peut-être des revanches qui peuvent être intéressantes. Là, on se dirige vers un Merab contre Sean O'Malley. J'ai du mal personnellement à voir O'Malley s'imposer dans ce combat, même s'il fait toute une promo autour du fait qu'il travaille beaucoup la lutte. Je pense pas que tu vas rattraper un tel écart en quelques mois, surtout qu'il est sur un retour de blessure, je sais pas comment il s'entraîne. Après, O'Malley, il a ce star power, comme on dit, il fait beaucoup parler de lui, il est très populaire, il a un coup d'œil, il a un timing, il a une précision qui peut engendrer un chaos sur n'importe qui, notamment sur Merab. Ça ne s'est pas produit dans le premier combat, bien sûr, même si je trouve que le combat était un peu plus serré que ce qu'on le dit. Maintenant, Merab a largement gagné, hein, je suis pas en train de remettre ça en cause. Donc Sean O'Malley probablement aura sa revanche contre Merab. Oumar Nurmagomedov, lui, il vient de perdre contre Merab, mais t'as l'impression que s'il y a une revanche demain, tout est jouable. Et puis regardez-moi, ne serait-ce que le top 4, Merab, O'Malley, Petroyan, Nurmagomedov, Cory Sandhagen. Alors il y en a beaucoup qui se sont déjà affrontés, hein. Petroyan, il a affronté O'Malley, il a affronté Sandhagen, il vient d'affronter Davison Figueiredo, je crois qu'il a aussi affronté Song Yadong. Mais c'est des combats, tous ont progressé depuis. Tu prends Cory Sandhagen, il a progressé. Petroyan, ce qu'il vient de faire contre Davison Figueiredo, c'était magnifique. Song Yadong contre Cerudo était très bon aussi. Donc là, demain, tu fais une revanche Petroyan contre Cory Sandhagen. On peut avoir un autre combat. Song Yadong, Petroyan, on peut avoir un autre combat. O'Malley a affronté Petroyan. Et surtout, ce sont des grosses personnalités. Merab est de plus en plus populaire. O'Malley, n'en parlons pas. Oumar Nurmagomedov, c'est pareil, il est très suivi. Cory Sandhagen réussit à faire son trou. Lui, je le dis à chaque fois, j'ai peur que ce soit un éternel second. À chaque fois qu'il est aux portes du titre, malheureusement, il perd. Figueiredo, ancien champion, je pense que lui, il va dégringoler petit à petit, même si je peux me tromper. Song Yadong, on en parlait qu'un auditeur l'autre jour, c'est le genre de gars qui ne fait aucun trash talk, qui est très discret, très respectueux, et pourtant il a une personnalité assez attachante, et les gens commencent à le suivre petit à petit. Alors par contre, la deuxième partie du classement, là on sait que ça a décroché. Du numéro 7 au numéro 13, alors on va voir un José Aldo, Ayman Zahabi. Si Ayman Zahabi bat José Aldo, c'est très bon pour lui. Maintenant, je pense pas qu'on parle du futur champion. Je peux me tromper, bien sûr.
Tu as Marlon Vera, on a vu que ça plafonnait, même s'il te fait des combats de dingue, des combats intéressants, il peut t'offrir de très beaux KO. Rob Font, il sort d'une belle performance. C'est pareil, à chaque fois qu'il a tapé l'eau du panier, c'était un peu limite. Cerudo, je pense qu'on est sur le déclin. Tu as Mario Bautista, j'aime beaucoup, il est sur 7 victoires de suite. Malheureusement, son dernier combat, c'était une victoire contre José Aldo. Dana White n'a pas apprécié du tout. Il a passé tout le combat à essayer d'amener Aldo au sol. Il a eu beaucoup de mal. Aldo a très bien défendu. Donc il a été chercher une victoire à la décision. Tu sentais que Dana White n'était pas du même avis que les juges. Et je pense que ça peut être un peu handicapant pour lui par la suite. Et puis ensuite, bon, bah, je peux te prendre par exemple Kyler Phillips. Lui, pour le coup, j'ai été voir. Il a déjà perdu contre Rob Font. Alors, est-ce qu'une revanche, ce serait peut-être le moment? Je ne sais pas. Il a 12-3. Attendons de voir comment il évolue. En tout cas, c'est une très belle catégorie. Vous voyez, dans la cage, on retrouve du spectacle un peu comme on peut l'avoir dans la catégorie du dessous chez les flyweight. Par contre, tu as des grosses personnalités. Donc, pour attirer le grand public, c'est beaucoup mieux. Les gars se sont tous affrontés aussi, un peu comme dans la catégorie du dessous. Mais là, il y a un peu plus. Les styles sont un peu plus marqués, je trouve. Merab, tu sais que c'est de la lutte. Sean O'Malley, c'est le striking. Petroyan, c'est plutôt le striking, même s'il est assez complet. Bon, Nurmagomedov, on aurait tendance à dire que c'est la lutte, mais debout, il est quand même excellent. Sandhagen est un striker qui est en train de se muter en un très bon grappleur, il devient un combattant complet. Figueiredo, il a une force de frappe de dingue, un très bon sol. Son Gadong, c'est plus un striker, mais qui travaille énormément la défense de lutte. Donc la catégorie du dessous, t'as l'impression que tout le monde sait tout faire. Par contre, cette catégorie-là, ils savent tout faire, peut-être un peu moins bien. Ils ont des styles un peu plus marqués. Et la popularité est beaucoup plus haute. Moi, je suis très intrigué par cette catégorie. Ça commence peut-être à manquer un peu de sang neuf. On a Oumar Nurmagomedov qui est arrivé comme ça, qui a tout de suite cimenté son nom dans le top de la catégorie. Mais en tout cas, on disait de la catégorie du dessous que dans le top 10, top 15, tout le monde pouvait battre tout le monde. Là, dans cette catégorie-là, tu sens quand même que décrocher du top 5, on va dire, top 5, top 6, déjà là, il y a un petit gap avec les autres, même si tu as des gars comme Bautista qui sont en train de monter, donc pourquoi pas. On monte maintenant chez les poids plumes, une catégorie en chantier. Merci Ilia Topuria, le champion. Alors vous voyez dans les classements UFC, il est toujours champion. Là j'ai pris ça sur l'application UFC, sur le Fight Pass. Donc c'est le classement officiel, je pense, même si ça peut toujours bouger. Topuria champion, qui vient de laisser la ceinture, on le sait, il monte en léger. Donc Volkanovski, numéro 1, va affronter le numéro 3, Diego Lopez. Numéro 2, c'est Max Holloway, qui a laissé entendre aussi que lui, de toute façon, ne recombattrait pas dans cette catégorie. On passe à Movsar Evloev, Yair Rodriguez, Brian Ortega, Arnold Allen, Josh Emmett, Aljamain Sterling, Leron Murphy, Giga Shikadze, Youssef Zalal, Brice Mitchell, Calvin Kattar, Dan Niguet et Edson Barbosa. Edson Barbosa, c'est drôle, dans l'épisode du jour. Donc là, les pensées MMA, ça sort comme ça, quand ça me vient. Au début, je voulais la sortir samedi, la vidéo, mais le problème, c'est que j'avais commencé à enregistrer. Et finalement, il y a des news qui sont tombées, donc j'avais dit des choses qui n'étaient plus bonnes, etc. Donc ça sort comme ça. Là, ça va sortir vers 13h, je pense, aujourd'hui, mercredi. Dans l'épisode de ce soir, on va parler de Barbosa. Écoutez, cette catégorie, tout en haut, je ne sais pas trop ce qui va se passer. On sait que Volkanovski va affronter Diego Lopez. Où en est Volkanovski? Bon, bah, c'est la grosse interrogation. Ça a été un combattant d'élite. Il est sur 2 défaites, pas contre n'importe qui. Peut-être que les choix n'ont pas été les bons. Short notice contre Islam Makhachev dans la catégorie du dessus. Tout de suite revenir prendre Ilia Topuria. Est-ce qu'il a réussi à bien se remettre? Je l'espère. Tu as la petite histoire entre Diego Lopez et Movsar Evloev, le 3 et le 4. Evloev a battu Lopez. Depuis, Lopez a été très actif, plus spectaculaire. Pourtant, Movsar, lui, a continué de gagner. Et pourtant, c'est Lopez qui a sa chance pour le titre. Derrière, Rodriguez, Ortega, là, je pense qu'on décroche déjà un peu. Rodriguez, il est capable du meilleur comme du pire. Je ne le vois plus devenir champion. Peut-être que c'est une erreur de ma part, bien sûr. Il va accueillir en plus le nouveau venu, Patricio Pitbull. Lui, par contre, peut lancer son nom dans la catégorie et peut tout de suite devenir un centre d'intérêt, je pense, si Volkanovski et Diego Lopez vont s'affronter. Si Pitbull bat Rodriguez, je pense qu'on peut tout de suite lui donner sa chance. Mauvaise nouvelle pour Movsar Evloev, du coup, qui verrait une nouvelle fois sa chance retardée. Brian Ortega, bah là, moi, je pense que son corps le lâche. Je pense que son mental a lâché depuis un petit moment déjà, peut-être. Pourtant, j'avais de gros espoirs sur lui. Un très bon sol, une boxe anglaise qui était propre. Il était calculé dans l'octogone et j'aimais beaucoup. On a vu que malheureusement, ça ne l'a pas fait jusqu'au bout. Derrière, le numéro 7, Arnold Allen, lui, j'y crois. Lui, contre Evloev, par exemple, a montré une très bonne défense au sol et une très bonne défense de lutte. Debout, il est bon, il est véloce, il est agressif. Pourquoi pas Arnold Allen? Josh Emmett, on a vu que ça plafonnait, maintenant il frappe comme un camion. Donc lui c'est pareil, il peut allonger n'importe qui, mais je n'y crois pas trop. Sterling c'est quand même vieillissant. Leron Murphy invaincu, donc là
On attend beaucoup de ce gars-là. D'ailleurs, il va affronter Josh Emmett. On va avoir très vite des réponses. Shikadze, on a vu que ça plafonnait. Zalal et Mitchell, là, je suis très intéressé. Zalal, ce qu'il a fait contre Qatar, c'est très beau. Vous voyez, Zalal et Mitchell, ils sont un peu plus loin que les autres. Ils sont pas dans ce top 4, top 5. Par contre, ils sont à un ou deux combats d'y rentrer et de lancer de nouveaux narratifs dans la catégorie. J'espère vraiment que l'un comme l'autre vont gagner leur prochain combat et qu'ils vont lancer leur nom dans le chapeau. Et là, ça va être intéressant. Tu auras du Evloev, tu auras du Lopez, tu auras peut-être du Pitbull, du Volkanovski, plus ces deux-là. Ça peut être vraiment génial, sans oublier qu'on a Jean Silva qui n'est pas classé, qui a gagné le week-end dernier. Lui, c'est pareil, une victoire dans le top 15 et on va très vite lui donner quelque chose de très intéressant. Donc cette catégorie, je l'aime beaucoup. Après, on a Calvin Kattar, Danny Edson Barbosa. Je pense que là, on est sur la fin. Je vais pas épiloguer là-dessus. Je peux me tromper encore une fois. Ce que je dis, c'est pas des vérités absolues, bien sûr. Donc, une catégorie en chantier. Un combat pour une ceinture vacante, ça a toujours, bien sûr, ça n'a pas la même saveur. On aurait voulu que Lopez ou Volkanovski prennent la ceinture à Topuria s'ils en étaient capables. Le champion s'en va. Il va falloir trouver un nouveau roi. Donc voilà, pour moi, on a un trio de tête. Volkanovski, Lopez, Evloev. Et derrière, on ne sait pas trop. Derrière, ça va venir, bien sûr, ça pousse. Euh, Peut-être que l'année qui vient va être intéressante, mais là, tout de suite, dans l'état des choses, je sens même sur les réseaux que le Volkanovski-Lopez, pourtant Volkanovski a énormément de fans, on le respecte tous pour ce qu'il a fait. Lopez, t'as certains qui te disent, ouais, il prend la place d'Evloev, il est spectaculaire, mais je pense qu'il est peut-être un peu limite pour Volkanovski. On va avoir des réponses, et cette catégorie-là, je pense, peut être extrêmement intéressante d'ici 6 mois, 1 an, quand le top 10, là, les Alal, les Mitchell, on aura aussi l'arrivée de Pitbull, on va avoir voilà, ces gars-là qui vont jeter leur nom, Jean Silva, dans le mix. Là, ça sera, je pense, extrêmement intéressant. Pour l'instant, c'est un chantier, mais forcément, il y a toujours de magnifiques combats qui nous y attendent. La catégorie qui a lancé le débat, du coup, celle de Chandler, les poids légers, le champion Islam Makhachev, suivi de Tsaroukian, Oliveira, Gedji, Poirier, Holloway, du coup, classé 5, qui est aussi classé chez les plumes. Je pense que sa vraie place maintenant, elle est chez les légers. Dan Hooker, Michael Chandler, Mateusz Gamrot, Benel Dariush, Renato Moicano, Fiziev, Pimblet, Jalin Turner et 14e Grant Dawson et 15e notre français Benoît Saint-Denis au bord du gouffre. On y revient dans un instant. Cette catégorie, c'est vrai, depuis que McGregor a pris la ceinture en 2016 à Alvarez, on ne fait que parler de ça. Avant, on a eu Alvarez champion, on a eu Rafael Dos Anjos champion. Je ne vais pas refaire tout l'historique, mais c'est vrai que quand McGregor a pris la ceinture, forcément, il était tellement aimé et détesté à la fois que tous les yeux se sont braqués. Ensuite, on a eu le triangle amoureux entre Khabib, Ferguson et Conor McGregor. Ça nous a vraiment tenu en haleine pendant un bon moment. Ensuite, il y a eu le règne de Khabib. Bon, bah là, la personnalité de Khabib a fait que tout le monde a regardé. Khabib a aussi tiré le niveau vers le haut, hein. Il a affronté beaucoup de strikers. Je pense à Poirier, je pense à Gedji. Il avait aussi pris à l'époque à la Yaquinta. Mais tous ces gars-là, du coup, ont compris qu'il fallait bosser la lutte. Et tu vois, par exemple, Poirier, aujourd'hui, il a énormément progressé depuis son combat face à Khabib. Ça ne l'a pas empêché de se faire soumettre et par Oliveira et par Makhachev. Mais quand même, face à Oliveira, dans le dernier combat, on a vu. Moi, quand il a touché le sol dans le premier round, je me suis dit, ça y est, c'est fini, c'est plié. Et non, il a fallu attendre avant que Makhachev trouve la solution. Il a fallu qu'il la cherche au fond de lui. Donc Khabib a fait briller la catégorie lui aussi. Aujourd'hui, c'est l'héritier, c'est Islam Makhachev. Cette catégorie, en effet, tu as des gros noms, tu as du spectacle qui peut avoir lieu vraiment partout, surtout quand tu prends là le top 6 de Makhachev à Hooker, tu sais qu'il y a des guerres qui t'attendent. Si les match-ups sont bien faits, bien sûr, si tu nous mets un Dan Hooker contre Tsaroukian, je pense que ça va être vite plié au sol, parce que Hooker, le sol, c'est pas son truc. Pareil, un Gedji Tsaroukian, Gedji, c'est un peu trop limité au sol d'après moi, mais tu as des super combats à faire. C'est une catégorie vieillissante hein, quand même, et je pense surtout il y a vraiment un écart entre Makhachev, Tsaroukian et le reste. On a vu Makhachev comme Tsaroukian, ils ont battu Oliveira. Je ne vois pas en fait dans cette catégorie actuellement, je vais prendre jusqu'au top 10. Mateusz Gamrot a déjà battu Tsaroukian, vous me direz, mais je pense qu'aujourd'hui Tsaroukian est meilleur, il a été plus actif aussi d'après moi. Je vois pas qui peut aller les chercher, en fait les deux sont tout là-haut. Topuria vient d'arriver. Topuria, j'ai énormément de questions à son sujet chez les poids légers. Oui, il est très bon, oui, il est très complet, oui, il est très technique. Qu'est-ce que va donner le gabarit? Je ne sais pas. Il y aura peut-être ce déficit d'allonge. Alors maintenant, il va peut-être s'inspirer de ce qu'avait fait Volkanovski contre Makhachev. Petit, rablé, et pourtant il a fait un combat de dingue. Je parle de leur premier affrontement entre Volkanovski et Makhachev. Il y a des choses à faire. Je pense qu'il est très sérieux, très investi, donc il va le faire sérieusement. Maintenant, voilà, Oliveira, Gedji, Poirier, Holloway, Hooker. Chandler, ça fait des années qu'ils sont là. Alors Chandler, un peu moins à l'UFC, mais quand même, tu sens que tout ça, ça arrive à la fin. Va sûrement y avoir un renouveau derrière. Même Dariush, Moicano est pas tout jeune non plus.
Tu as Fiziev peut-être, mais pareil, c'est pas le plus jeune du panier. Après, il faut attendre Pimblet, hein, qui est un peu la nouvelle génération, peut-être Turner, Grant Dawson, Benoît Saint-Denis, qui sont un peu plus frais. Benoît Saint-Denis, on a du mal à le voir casser le top 5 maintenant. Pimblet, on sait pas, il y a Chandler. Avec sa personnalité, Pimblet peut battre Chandler et tout de suite rentrer dans le top 5. Grant Dawson, vous le savez, je suis assez fan du gars. Je sais que si tu n'aimes pas le grappling, le regarder combattre, ça peut vite être chiant. Maintenant, je pense qu'il a son quelque chose à faire. La défaite contre Bobby Green a fait énormément de mal. On parle d'un gars qui est sur un 23-2-1. Défaite contre Bobby Green, KO au premier round. Je pense que c'était un accident, très sincèrement. Même si parfois il me fait peur, je l'ai déjà dit, Grant Dawson, c'est un lutteur. Apparemment, il bosse beaucoup le striking. Mais des fois, il fait des choses que je comprends pas. Il envoie un genou comme ça, même pas masqué, dans une situation que tu comprends pas. J'envoie le genou, j'ai le menton en l'air. Ça, dans le top 5 de la catégorie, tu vas te faire sanctionner tout de suite et tu risques de reprendre un KO. Donc ça me fait un peu peur. Mais cette catégorie, voilà, des gros noms, des combats qui nous attendent de dingue. Tu fais un Geji Poirier, Geji Holloway, Dan Hooker Dan Hooker Poirier. Tu les fais tous s'affronter, c'est magnifique. Surtout en striking en plus, c'est ça qui est bien pour le grand public. Le grand public est en général beaucoup plus fan de striking que de grappling. Mais une catégorie vieillissante, en plus le fait que Moïcano perde contre Islam Makhachev, de cette façon-là, on s'est dit, waouh, il y a vraiment un écart, Makhachev est vraiment au-dessus, qui va aller chercher Makhachev, Tsarukyan, Topuria peut-être. Donc voilà, on a un champion qui règne, on a des combats en effet divertissants, t'as des grosses personnalités en plus, des gars qui ont de l'expérience, donc ils savent comment marche le business, ils savent comment se vendre. Donc oui, cette catégorie est excitante. Maintenant, le problème, c'est que j'ai l'impression que le champion est trop haut pour les autres. Si Tsarukyan prend la ceinture à Makhachev, bah qui va aller chercher Tsarukyan derrière? Je pense que là, on se dirige soit vers un duo Makhachev-Tsarukyan, soit Topuria qui va arriver, on aura un trio, et puis attendre après de voir est-ce que Paddy Pimblett va le faire. J'ai quand même des doutes, même si je pense qu'on sous-estime l'anglais. Je ne pense pas qu'il va réussir à se frayer un chemin tout là-haut. Après, bien sûr, tu as Grant Dawson, peut-être. Bon, bah, Benoît Saint-Denis, lui, risque d'affronter Alvarez. Tout porte à croire ça. Ça va être l'occasion pour lui de prouver qu'il a travaillé. S'il perd, bah là, ça va être la dégringolade, fini le top 15. Nous, Français, on a Fares Ziam qui arrive. Forcément, on est très heureux, mais il n'est pas encore dans le top 15, encore moins dans le top 5. Donc, une catégorie qui va connaître un renouveau, peut-être dans année et demie à venir. Et est-ce qu'elle sera toujours excitante d'ici un an et demi? Je ne sais pas. Autant les poids plumes, je suis quasiment sûr que d'ici un an et demi, ça va être une catégorie de fous. Il y aura des super combats à faire. Autant les poids légers, je ne sais pas du tout ce que nous réserve l'avenir. Oliveira, Geji, Poirier, Holloway, Hooker, Chandler même, ça pourrait presque prendre sa retraite fin 2025. Hein, c'est quelque chose de possible. Ils ont gagné leur vie. Ils ont prouvé ce qu'ils avaient à prouver. Ils arrivent en fin de carrière. Ils ont pris des coups. Donc si tout cela se retire, c'est-à-dire que du numéro 2 au numéro 7, tu enlèves tout le monde. Ça serait quand même quelque chose de dingue. Bien sûr, je peux me tromper, ils peuvent combattre jusqu'à 40 ans passés, mais quand même. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la catégorie supérieure. Une nouvelle fois, forcément, on va grimper petit à petit. Les poids welter. Alors moi, bon bah je vous le dis, je pense qu'actuellement cette catégorie est celle qui me plaît le plus. Et ça fait un bon moment qu'on avait besoin de voir les poids welter aussi fournis, avec d'aussi fortes personnalités. Je vous fais le top 15 pour ceux qui écoutent en podcast. Les autres, vous l'avez à l'écran. Bilal Muhammad, champion. Leon Edwards, Shavkat Rakhmonov, Kamaru Usman, Jack Della Maddalena, Sean Brady, Joaquin Buckley, Yann Gary, Gilbert Burns, Covington, Geoff Neal, Stephen Thompson, Michael Morales, pardon, Carlos Prates, Vincente Luque, Michael Venom Page. Alors là, on a un cas bien particulier. On a un champion que beaucoup n'aiment pas, que son charisme n'est pas le plus élevé de la planète, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Même si moi je le trouve drôle en réalité, mais il faut aller regarder ce qu'il fait, ses émissions et tout. Si tu scrolls sur Instagram, en réalité, tu le trouves pas très drôle, tu le trouves assez fade. Pourtant, il a quelques bonnes blagues, etc. En tout cas, dans la cage, il est critiqué pour être un simple lutteur, même si je trouve que sa boxe s'est améliorée. Mais le fait est qu'il est champion, qu'il est sur une série de dingues et qu'il a battu Leon Edwards, donc il a la ceinture. Et là, derrière lui, tu as Leon Edwards qui, s'il n'est pas fini, pourrait très bien récupérer sa ceinture. Tu as Shavkat Rakhmonov, alors lui c'est pas le roi du trash talk, mais il a une personnalité, c'est comme ça s'explique pas, il intrigue les gens, il joue un peu de sa froideur, un peu comme Khabib, hein. Khabib il avait pas beaucoup besoin de parler pour être respecté, pour être admiré, alors je dis pas que Rakhmonov c'est Khabib, bien sûr, mais vous comprenez, hein, il y a une petite relation au niveau du charisme. Ousmane, bon c'est l'ancien champion, donc il est là, il a quand même régné pendant un bon moment, on reviendra sur son règne après. Moi je pense que c'est peut-être la fin du Nigerian Nightmare malheureusement. Jack Della Maddalena,
Lui, c'est peut-être le moins complet du lot, mais c'est un très bon boxeur qui frappe très fort et puis qui a sa chance à la ceinture contre Muhammad, qui est aussi sur une série de victoires de dingue. Donc imaginez si Madalena prend la ceinture à Muhammad, alors là ça va être un casse-tête pour les matchmakers, un régal pour nous. Est-ce que l'UFC donnera tout de suite un rematch à Muhammad? Je suis pas sûr, je pense pas qu'ils le portent particulièrement dans leur cœur. C'est pas le mec qui vend le plus, bien sûr. Derrière, tu as Sean Brady. Sa seule défaite, c'est contre Bilal Mohamed. Sinon, il est assez impressionnant. En plus, il a un style semblable à celui de Mohamed, lutteur, grappleur. Joaquin Buckley, il y a quelques années, je n'aurais pas parié sur lui. Aujourd'hui, je me dis que pourquoi pas, peut-être qu'il pourrait aller prendre la ceinture quand je vois ce qu'il a fait à Covington. Même si Covington, peut-être, est sur la fin, c'est impressionnant. Tous les coups étaient puissants, tous les coups étaient explosifs. J'avais rarement vu ça, pour être honnête. Yann Gary, alors lui, il a déjà affronté Rakhmonov. Gary et Rakhmonov, c'est quand même les deux jeunes qui montent, les deux étoiles montantes. Tu te dis l'un ou l'autre va devenir champion. Ok, ils se sont affrontés. Le combat était tellement magnifique, combat un peu de dernière minute en plus, que tu te dis demain on le refait. On va de nouveau avoir du spectacle. Donc ça n'a diminué ni l'un ni l'autre. Je pense ça les a fait briller tous les deux. Donc là, on en est déjà au numéro 7 et on se régale. Gilbert Burns, bon là, je pense que lui, ça va être un gatekeeper. Malheureusement, il nous a fait rêver pendant des années. J'ai l'impression qu'on arrive au bout quand même. Covington, c'est pareil. Geoff Neal, il peut t'offrir de beaux KO, mais j'y crois pas trop. Bon, Thompson, c'est pareil. Et là, on a deux clients, Michael Morales et Carlos Prates. Eux, c'est le futur. Eux, d'ici 6 mois, 1 an, ils peuvent se hisser tout là-haut. Et ça peut nous faire des magnifiques KO, ça peut nous faire de magnifiques combats. Donc cette catégorie du champion jusqu'au top 7, Yann Gary, dirons-nous, tout le monde peut affronter tout le monde, on va se régaler dans la cage, des grosses personnalités, on ne sait pas ce que ça va donner, je ne sais pas qui sera champion dans 6 mois, franchement. Alors c'est vrai que je vois pas notre ami australien Jack Della Maddalena battre Bilal Mohamed. Je n'y crois pas. Par contre, après, sorti de là, tu fais un Mohamed Edwards, Rakhmonov, Sean Brady, Joaquin Buckley, Gary. Je me dis, mais en fait, tout est possible. Tout le monde peut prendre la ceinture dans cette catégorie. Franchement, ça me régale. Michael Morales, Carlos Prates, bah bien sûr, on attend encore des réponses, mais c'est très prometteur, ça frappe très fort. Bon, Luque, je pense que c'est la fin. Et Michael Venom Page, il est classé 15, mais lui, il l'a dit, je suis là pour passer un bon moment. Il vient d'aller combattre dans la catégorie du dessus, il a pris une victoire. Il parle même d'aller maintenant en moins de 93, pourquoi pas, contre Projaska. Donc il est classé, mais bon, lui, ne l'attendons pas tout là-haut, à moins d'un short notice, peut-être qu'il pourrait faire décoller sa carrière, mais très sincère, décoller sa carrière, elle a déjà décollé, pardon, mais au moins à l'UFC, le rapprocher de la ceinture. Mais je n'y crois pas vraiment, et cette catégorie, ça fait longtemps qu'elle n'avait pas été aussi attractive. On va faire un petit saut dans le temps. Avant d'avoir l'ère Bilal Mohamed, appelons-la comme ça, on a eu l'ère Kamaru Usman qui prend la ceinture à Woodley, qui bat ensuite Covington dans un très beau combat, très serré, mais à ce moment-là, on se dit encore que Usman, c'est surtout un lutteur, c'est un mec chiant à regarder, etc. Pourtant, ce combat contre Covington, d'après moi, montre une certaine progression. Ensuite, il y a Masvidal, il y a Gilbert Burns, il y a de nouveau Masvidal, puis il y a de nouveau Covington. Usman a manqué, je pense, d'un manque d'adversité, ou en tout cas d'un manque de renouveau dans l'adversité, parce qu'il est passé du statut de lutteur à très bon boxeur, il avait un jab de dingue, il perd sa ceinture en plus contre Leon Edwards. Un combat qu'il était en train de gagner, sa carrière a basculé suite à ça, parce qu'il perd contre Edwards, il a sa revanche, il la repère, ensuite il monte, il prend Khamzat Chimaev, il perd, donc là il est sur 3 défaites de suite, on sait que son corps est en train de le lâcher, il a plus de genoux. Lui a beau dire je vais revenir, vous inquiétez pas, ce high kick de Edwards a fait basculer sa carrière totalement. L'époque Ousmane, il était dominant. Je crois qu'il était classé 2 peut-être au classement pound for pound. Mais en fait, il n'y avait pas assez de monde en face. Il n'y avait pas assez de grosses personnalités non plus. Covington, c'était très haut. Moi, Covington, je le voyais quasiment au même niveau qu'Ousmane. Mais malheureusement, bon, Masvidal a fait vendre un petit peu, c'est vrai. Mais Masvidal, on savait, était quand même un petit peu léger pour aller prendre Ousmane. Donc c'était pas une époque qui faisait rêver le grand public. Avant ça, on avait Woodley. Alors Woodley nous a offert un super combat. Quand il a pris la ceinture à Lawler, il lui met un KO de dingue, ok. Ensuite, il fait un combat magnifique contre Thompson, une guerre. Woodley n'était pas trop apprécié des fans, il avait un trash talk très particulier, il passait souvent pour un mec arrogant. Puis ensuite, il nous a refait un combat contre Thompson, c'était pas terrible. Maya, n'en parlons pas. Il a battu Darren Till, c'est vrai qu'il était en train de monter, on pensait que Darren Till allait le battre. Mais la sauce avec Tyron Woodley n'a pas vraiment pris. Et puis en plus, il quitte l'UFC sur 4 défaites de suite, il était l'ombre de lui-même. Et par contre, je pense que juste avant, quand on avait Lawler, il a réussi seulement 2 défenses de ceinture. On va pas aller plus loin, on va pas remonter à Georges Saint-Pierre, ne vous inquiétez pas. Lawler, il fait que 2 défenses de ceinture. Par contre, il nous fait des guerres. Les combats sont mythiques. Contre McDonald, tu vois encore les extraits passés, la photo de lui et McDonald face à face, je crois que c'est à la fin du troisième, quatrième, je dis peut-être une bêtise. Ça, c'est devenu mythique. Tu voyais ça partout dans le jeu UFC. Enfin, vraiment, Lawler, il est rentré dans la légende avec ça, comme s'il en avait besoin. Il a aussi pris Carlos Condit, une guerre de dingue. Donc, à cette époque-là, le champion faisait des guerres. C'était
partagé en plus. Il nous offrait de bons moments. Je dis pas non plus que Lawler, niveau charisme, c'était génial. Moi, j'aimais beaucoup, mais pour le grand public, peut-être un peu moins. Par contre, c'était une époque de dingue. Tu te disais, wow, Lawler combat, attention, je me connecte, ça va être une guerre, va y avoir du sang. Aujourd'hui, avec Mohamed, tu te dis peut-être pas, il va y avoir du sang, mais il y a tellement de monde derrière, ça parle tellement, il y a tellement de grosses personnalités, il y a des combats de dingue à faire. Là, c'est vraiment moi, les poids welter, c'est ma catégorie préférée actuellement. Vous me direz ce que vous en pensez. Et juste derrière, on a les poids moyens, les moins de 84. Dricus du Plessis, le champion. Personnellement, je ne l'ai pas vu venir. Derrière, on a le français Imavov, Strickland, Chimaev, Adesanya, Whittaker, Caio Borraio, Cannonier, Vettori, Hernandez, Allen, Dolidze, Costa, Hermansson. Et là, après, ils ont doublé les postes, hein. Il y en a deux numéro 13. Donc, avec Hermansson, on a Michel Pereira. Ça va sûrement bouger dans les prochains jours. 14, Kopilov à égalité avec Magomedov. Et 15e, Bonical et Reiner Derider qui eux aussi sont à égalité. Quand je regarde la photo de la catégorie du champion au top 6, je vois nouvelle génération, ancienne génération. Franchement, c'est marquant. Duplessis, Imavov, nouvelle génération. Strickland, l'ancienne. Chimaev, la nouvelle. Adesanya, Whittaker, l'élite de l'ancienne génération. Et puis Caio Borraio, numéro 6. Franchement, c'est marquant. Tu vois les jeunes qui sont en train d'effacer les anciens petit à petit. Alors, Caio Borraio ne l'a pas encore fait. Je pense qu'il a besoin de taper peut-être un Whittaker, peut-être un Adesanya ou un Strickland, bien sûr. Mais là, le peloton de tête est magnifique. Duplessis, Imavov, Chimaev. J'espère que Borraio va le faire, hein. J'ai rien contre un Whittaker, par exemple, ou un Strickland. Mais là, ce serait magnifique. On aurait 4 noms qui peuvent tous s'affronter, qui ne se sont pas encore affrontés en plus. Et là, je ne sais pas où ça irait. Qui va réussir à stopper la lutte de Chimaev? C'est un gros point d'interrogation. Donc là, on a un top 4 qui serait potentiellement magnifique. Et derrière, tu as Hernandez qui arrive. J'ai des espoirs sur lui. Il est classé numéro 9 actuellement. Il vient de battre Allen. Allen, j'aime beaucoup. Comment va-t-il rebondir? Je ne sais pas. J'ai encore des espoirs pour lui. Je pense encore qu'il peut faire quelque chose. Peut-être pas devenir champion, mais rentrer dans le top 5. Il va lui falloir encore, je pense, 2 ou 3 combats. Mais c'est quelque chose auquel je crois. Magomedov, Charapoudine, depuis longtemps, depuis le début, en fait, je dis que, d'après moi, il n'y a pas assez de lutte. Le striking, il est spectaculaire, mais il n'est peut-être pas assez efficient, peut-être pas assez efficace, même s'il a mis des KO. Je trouve qu'il est parfois assez ouvert. Je pense que l'élite va réussir à lire son jeu. C'est en tout cas mon avis. Et puis Bonical et Reiner Derider, numéro 15. Bon, bah, Nical, faut encore qu'il prouve. Il a une lutte apparemment qui est exceptionnelle. Son dernier combat, il nous l'a pas trop sorti, malheureusement. Je pense qu'il va devoir faire des ajustements. Et Reiner Derider a un bon JJB. Je ne le vois pas aller très loin non plus, pour être très honnête avec vous. Donc ce qu'il faut retenir de cette catégorie, ultra intéressante dans l'élite, voilà, jusqu'au top 6, jusqu'à Caio Borraio, qui d'après moi va dépasser Adesanya et Whittaker. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que j'espère en fait pour le narratif, pour l'histoire. Je pense que ce serait très beau. Et puis après, peut-être Hernandez. Voilà, les noms que j'ai tout de suite, c'est Duplessis, Imavov, Chimaev, Caio Borraio et puis Hernandez. Et après, dans un second temps, on verra les autres. Pour le reste de la catégorie, j'y crois un peu moins. Je pense que les beaux jours sont passés. Vettori, j'y ai vraiment cru. Il était solide partout. Quand il fait son deuxième combat contre Adesanya, ok, il perd, mais je trouve que Adesanya ne brille pas dans ce combat. Déjà, le premier combat, j'avais pas été ultra fan de ce qu'avait fait Adesanya. De toute façon, vous le savez, moi, Adesanya, je le préfère sur sa fin de carrière. Je le trouve plus spectaculaire que pendant un moment où il était champion. Il se contentait de combattre comme un champion, je dis souvent, c'est-à-dire, je suis le champion, viens me chercher, essaye de faire mieux que moi, mais moi, je vais juste faire ce qu'il faut pour gagner. Alors, c'est respectable, il est resté champion. Il a joui d'une immense popularité. Félicitations à lui. Mais ce n'est pas ce que je préférais. Donc là, actuellement, dans l'état des catégories, welter, j'adore. Et je pense que poids moyen, ça peut briller aussi. Ça me rappelle un peu les poids moyens, l'époque où Bisping était champion. Bisping était devenu champion en battant Rockhold. Rockhold venait de prendre la ceinture à Weidman. Il l'avait dominé, une prestation de dingue. J'étais vraiment scotché par ce qu'avait fait Rockhold. Il devait y avoir une revanche entre Weidman et Bisping. Weidman et Rockhold. Weidman se blesse, Bisping prend le short notice, à savoir que Bisping avait déjà perdu à l'époque au Strikeforce, si je dis pas de bêtises, contre Rockhold. Personne n'y croyait. Bisping met KO Rockhold, un truc de dingue, il prend la ceinture. Et là, derrière Bisping, tu te dis, bon, maintenant il a la ceinture, qu'est-ce qui va se passer? On avait Romero, on avait Rockhold, apparemment, a priori, ça aurait pu être qu'un accident, prendre ce KO et revenir. Donc tu avais Romero, Rockhold, Guerard Moussassi à l'époque qui était là, qui était ultra complet. On a l'impression que c'était son moment. D'ailleurs, il a quitté l'UFC au moment où les portes du titre s'ouvraient à lui. J'avais été très déçu, mais je comprends son choix de carrière. Il l'a toujours dit, j'ai fait ça pour l'argent. Je pourrais jamais aller contre. Et puis on avait Jacare Souza, rappelez-vous, qui avait en 11 combats une seule défaite. Alors il avait un gros palmarès, mais sur ses 11 derniers combats, c'était une seule défaite
contre Romero, et c'était un combat ultra, ultra, ultra serré. Et puis avant ça, pour le voir perdre, là je vous parle, on est fin 2016. Pour le voir perdre, fallait remonter à 2011. Il avait perdu sa ceinture du Strikeforce, Jacare Souza, contre Rockhold, justement. Donc là, tu avais une configuration tournoi, je me souviens à l'époque. Je m'étais dit, si tu fais un tournoi Romero, Rockhold, Moussazi, Jacare, le vainqueur prend Bisping, ce serait magnifique. Finalement, tout ça est vite tombé à l'eau, malheureusement, parce que l'UFC a donné à Bisping Dan Henderson, puis Georges Saint-Pierre. Donc tant mieux pour Bisping, hein, qui a pris Georges Saint-Pierre, qui a fait un billet magnifique, félicitations pour lui. Il lui avait donné Dan Henderson, parce que Henderson, quelques années avant, lui avait mis un KO de dingue avec la H-bomb. Hein. Je vous invite à aller voir ce coup de coude redescendant quand ton adversaire est déjà au sol, magnifique. Donc voilà, malheureusement, après, on a eu Romero qui a battu Rockhold, la descente aux enfers, puis on a eu Whittaker ensuite qui est arrivé. Donc voilà, mais cette époque me rappelle vraiment, on a un champion qu'on n'attendait pas, Dricus du Plessis, et derrière, tu as des mecs que tu penses meilleurs que le champion, mais tu sais pas. Mais tu sais pas, donc c'est très 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 intéressant. Il nous reste 2 catégories à faire. Dites-moi si vous aimez ce format podcast, je parle un peu plus, il n'y a rien de scripté, je vous dis ce qui me vient en tête. Voilà, ça va durer plus longtemps, il n'y aura rien à regarder, mais si vous êtes en voiture, si vous courez, si vous faites du sport, je pense que ça peut vous régaler. Et on a donc la catégorie des moins de 93 kg, les lourds légers, avec le champion Alex Pereira. Bon, on le présente plus, un gros charisme, on aime beaucoup, quasiment tout le monde est fan, même si on lui reproche bien sûr de n'avoir affronté que des strikers, on attend un gros lutteur, ça va arriver avec le numéro 1, c'est dans 10 jours maintenant, Ankalaev. Encore derrière, on a Prochaska, Blakovic, Jamal Hill, Rakic, Hulberg, Rountree, Krylov, Ozdemir, Walker, Reyes, Murzakanov, excusez-moi, Bogdan Guskov, Alonso Menifield et Anthony Smith. Alors cette catégorie-là, c'est un chantier. C'est un chantier depuis un bon moment. John Jones a régné. Quand John Jones régnait, on a l'impression que de toute façon, personne ne pouvait venir le chercher. Rappelez-vous, à l'époque, on disait ah, peut-être Johnny Walker à ses débuts. Même John Jones avait dit ouais, ce Brésilien, il est intéressant. Bon, bah, on a vu depuis la descente aux enfers de Johnny Walker. En fait, le problème de cette catégorie, parfois, je sais pas quoi en penser. Je me dis, Pereira, il la sauve parce qu'il a un gros charisme, parce qu'il a une grosse fanbase, et c'est le seul mec à être autant suivi peut-être. On a aussi Prochaska qui est pas mal suivi, mais maintenant qu'on l'a vu perdre 2 fois Prochaska contre Pereira, bon bah là forcément nos espoirs se sont un peu amoindris. Ankalaev, c'est très bon dans la cage, en dehors, il transcende pas les foules malheureusement. Si Ankalaev bat Pereira et prend la ceinture, est-ce que ça va amener plus de regard sur la catégorie? Franchement, je suis pas sûr. Et ce que je me dis aussi parfois, c'est s'il n'y avait pas Pereira, est-ce que la ceinture ne ferait pas que de passer d'une main à l'autre? Comme quand Jones est parti, on a eu Blakovic, on a eu Teixeira, on a eu Prochaska, on a eu Jamal Hill. Et là, en fait, ok, c'est peut-être pas les meilleurs combattants pour leur léger de tous les temps, mais tu savais pas où ça pouvait aller, ça pouvait partir dans tous les sens. Alors que là, tu te dis, bah, Pereira, il a battu 2 fois Prochaska, il a battu Blakovic dans un combat qui était plutôt chiant, il a battu Jamal Hill. Je donne pas cher de Rakic face à lui, même si tout est possible. Tu as Hulberg, c'est vrai, pourquoi pas, dans quelques combats qui pourraient lancer son nom dans la conversation. Mais après, regardez le reste de la catégorie, hein, du numéro 7, Rountree. Alors après, oui, Azamat, Murzakanov, peut-être. 14-0, forcément, tu te poses la question. Mais il faut que ça mûrisse encore un petit peu. Il y a quelques combats à venir. Bogdan Guskov, puis après Anthony Smith, Menifield. Bon, Menifield, il vient de gagner. Mais est-ce que je dis une bêtise si je vous dis que je le vois pas avec la ceinture autour de la taille un jour? Peut-être, j'y crois pas. Et Anthony Smith, on sait que c'est la fin. Donc voilà, cette catégorie-là, moi, il y a un moment, cette catégorie où elle m'a intrigué. Pourtant, il y avait plus de John Jones, je crois. Mais tu avais, à l'époque, Rakic, qui était en pleine ascension. Je crois que Prochaska était déjà là, si je dis pas de bêtises. Tu avais Ozdemir, tu avais Walker et tu avais Reyes. Je crois que c'était surtout ça. Ozdemir, Walker, Reyes et Rakic. Et je me disais, ouais, ces 4-là, c'est des strikers. Ils mettent des KO de dingue. Si on les fait s'affronter, on peut avoir des combats de folie. T'avais Blakovic aussi qui était là, t'avais Teixeira. Donc c'était vraiment, on savait pas où ça pouvait partir. Et Pereira est arrivé, il a pris la ceinture. Et là maintenant tu te dis, mais qui on va mettre en face? Ankalaev peut le battre, bien sûr. Moi j'ai Ankalaev favori dans le combat, vous le savez. Mais maintenant si Ankalaev prend la ceinture, qu'est-ce que ça change vraiment pour le grand public? Est-ce qu'il va faire rêver les foules? Je sais pas. Et puis qui va aller chercher Ankalaev? Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être compliqué. Contre Blakovic, ils ont fait une égalité. Les 2 derniers rounds, quand Ankalaev s'est mis à lutter, Blakovic, il n'a pas existé. Alors ouais, les low kicks de Blakovic ont fait mal. D'ailleurs, Pereira serait peut-être bien inspiré serait bien inspiré de faire la même chose. Jamal Hill, j'aime beaucoup. Maintenant, tu prends un KO contre Pereira. Tu prends un KO
ensuite contre Prochaska. En plus, il a une personnalité. Il sait se faire détester. Mais les gens regardent parce qu'ils ont envie de le voir prendre un KO. Donc Pereira Hill, c'est bien vu de sa part. Maintenant, bah voilà, tu perds 2 fois de suite. Là, ça devient un petit peu compliqué. On sait pas trop. On ne voit plus trop avec la ceinture. Écoutez, bien sûr, je peux me tromper. Cette catégorie, pour moi, actuellement, c'est la moins intéressante. Bien sûr, il y a Pereira qui brille de par sa personnalité, de par son histoire. Moi, vous savez, je suis assez fan de lui, même si je suis bien conscient que c'est pas le plus grand champion de l'histoire des lourds légers, c'est pas le combattant le plus complet, mais actuellement, il nous fait quand même pas mal rêver. Il faut être honnête, pardon. Passons maintenant à la catégorie reine, comme on l'appelle dans les sports de combat en général, les poids lourds. Et alors là, je sais que les avis vont dans tous les sens. Mon avis personnel, avant de vous lire le classement, c'est que c'est assez intéressant actuellement chez les poids lourds. C'est plus intéressant que ça n'a été il y a quelques années, quand Miocic régnait, avant que Cormier monte. J'adorais Miocic, mais on lui a mis Overeem, qui était déjà sur la fin. On lui a mis Dos Santos, qui était déjà sur la fin. Ok, il a pris la ceinture à Werdum. Bon, après, à Werdum, ça a été la dégringolade. Pourtant, Werdum, j'aimais beaucoup à l'époque. Donc, je vous lis le classement, et puis on en parle un petit peu plus après. John Jones, champion. Thomas Spinal, champion intérim, numéro 1, on va dire. Cyril Gane, numéro 2. Volkov, numéro 3. Pavlovich, numéro 4. Curtis, numéro 5. Jelton Almeida, numéro 6. Ensuite, j'ai Spivak, Tibura, Lewis. Rosenstruck n'est plus là, donc on peut l'enlever. Taito Ivasa, Shamil Gaziev, Valdo Cortés Acosta. Là aussi, ils ont doublé les postes. Hein. Vous voyez, il y a 2 numéros 12. On a Acosta et on a Rogerio de Lima. Numéro 13, Mike Parkin. Kennedy Njeku 14, Jonathan Diniz 15, à égalité avec Deontay Maes et Talisson Texera. Alors, ça fait beaucoup de numéro 15. Bon, disons que pour la fin du classement, Mike Parkin, il est invaincu. Tu as forcément des petites... tu te dis, bah écoutez, pourquoi pas. Maintenant, il faut attendre de voir. Talisson Texera, invaincu aussi. Il sort d'une grosse performance contre Tafa. Va falloir le laisser monter. On sait que chez les poids lourds, tu es à 2 KO d'être dans le top 5. C'est toujours comme ça. En plus, si tu as une forte personnalité, ça va pousser derrière toi. Pour en revenir au top de la catégorie, moi, ce que je veux voir, c'est Jones Aspinall. Je veux savoir. Je veux savoir si Aspinall va battre Jones. Je le pense. Et imaginez si Jones bat Aspinall. Mais alors là, ça devient la légende absolue. Je serais obligé d'être fan de John Jones. Moi, j'aime beaucoup dans la cage, hein, vous savez. Même si je pense que parfois, il ne sait pas faciliter les choses, notamment pendant son règne en lourd léger. Pourquoi parfois il a insisté à rester debout contre des strikers. Alors, il a battu des strikers en striking. C'est très beau pour ton histoire. Mais parfois, je pense qu'il aurait lutté, ce serait faciliter la vie. Mais écoutez, c'est comme ça. Donc Thomas Aspinall, John Jones, je veux que ça s'affronte, je veux savoir vraiment ce que ça donne. Si Jones part, il y aura toujours une petite question dans ma tête, est-ce qu'il aurait pu le faire? Est-ce que Thomas Aspinall aurait pu le faire? En tout cas, Aspinall, ça ferait un très beau champion, un champion complet, il n'y a rien à dire. Il a battu Volkov, numéro 3, il a battu Pavlovich, numéro 4, il a battu Blades, numéro 5, il en a battu d'autres dans le classement, bien sûr, mais en tout cas, pour la tête de classement, c'est ça. Il n'a pas battu le français Cyril Gane. Maintenant, c'est vrai qu'un combat Gane contre Aspinall, bah moi ça me ferait plaisir, ça serait une occasion pour Gane de prendre la ceinture. Debout, Gane il est très bon. En plus, Aspinall il prend quand même des coups. J'ai Aspinall ultra favori dans ce combat, hein, ne me faites pas dire le contraire. Si je devais parier, je parierais sur Aspinall. Aspinall prend des coups, il a pris un gros coup contre Pavlovich. Le menton tient, c'est pas le problème, mais quand même, il a pris un gros coup contre Curtis Blades. Donc attention, Cyril Gane, ok, c'est pas le plus gros puncher, c'est pas Pavlovich. Maintenant, il a quand même des KO à son actif. Il peut te toucher, te sonner. Il a un striking, Cyril Gane, on ne l'a pas vu dans son dernier combat, peut-être à cause de la fracture au pied ou au doigt de pied, je ne sais plus, contre Volkov, mais quand même, le jeu de jambes de Cyril Gane, il n'est pas facile à aller chercher. John Jones avait réussi à l'amener au sol, je pense que Aspinall serait très inspiré, et vu comme il est intelligent, je pense n'hésitera pas à amener Cyril Gane au sol, et une fois au sol, malheureusement, je ne donne pas cher de la peau du français. Donc cette catégorie, l'autre jour je parlais avec l'un d'entre vous qui me dit mais où est l'intérêt? Thomas Aspinall, il a battu Volkov, Pavlovich, Blades. Est-ce que tu veux revoir ses combats? Lui, en tout cas, l'auditeur n'avait pas envie. Et c'est vrai qu'arrivé au numéro 7, Spivak, Tibura, Lewis, bon, Rosenstruck, n'en parlons plus, Tuivasa, ça fait pas rêver. Gaziev, on va voir hein, comment il va revenir. Il avait perdu lui contre Rosenstruck. Depuis, je crois qu'il a repris une victoire, si je dis pas de bêtises. Et puis après, oui, bon, bah, on a Mike Parkin, on a Talisson Texera. Bon, après, c'est encore un peu jeune, en fait, il faut que ça mûrisse. Donc, c'est-à-dire que tout là-haut, moi, Almeida, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hein. Un poids lourd avec un tel JJB, est-ce qu'on avait vu ça, un vrai JJB hein. J'ai Werdum en tête. Avant lui, on a eu Mir. Mais là, dernièrement, dans les dernières années, on n'avait pas de vrai Jujitsuka dans le top de la catégorie. Il a perdu contre Blades. J'espère qu'il a appris de cette défaite. J'espère qu'il va revenir plus fort. Il peut amener une nouvelle problématique dans la catégorie. Volkov, il ne cesse de progresser.
Est-ce que ça sera suffisant pour aller chercher Aspinal? C'est ça le problème. Aspinal a l'air d'avoir tellement un train d'avance sur les autres que qui va venir lui prendre la ceinture? C'est un peu le problème de la catégorie, je vous l'accorde, un peu peut-être comme on pourrait penser des légers avec Makhachev, même si Tsarukyan est juste derrière, donc on a une petite interrogation. Mais là, il y a le Jones Aspinal, tu peux faire un parallèle très grossier entre Makhachev et Tsarukyan. Tu vois, t'en as deux qui sont vraiment détachés, tu sais pas qui va les battre, et puis derrière, malheureusement, après les combats sont intéressants. Pavlovich Blades, on peut revoir, Almeida Volkov, bon, Volkov il progresse, Pavlovich c'est une nouvelle version depuis son dernier combat, pourquoi pas. Donc la catégorie, je pense, elle est intéressante. Maintenant, c'est vrai que je vois pas qui va battre Aspinal. Aspinal, son règne, à quoi il pourrait ressembler? Déjà, s'il bat Jones, bon, c'est énorme. Après, s'il bat Gann, on va dire, ouais, bon, bah, t'as battu un striker. Volkov, déjà battu, je l'ai dit, Pavlovich. Donc voilà, le règne de Aspinal peut être compliqué, mais je pense qu'il y a de très beaux combats à faire chez les poids lourds. Maintenant, c'est pas la catégorie qui m'intéresse le plus, bien sûr. Vous l'aurez compris, quasiment 45 minutes déjà que je parle. Je vais peut-être vous laisser. Moi, c'est les poids welter qui me font rêver actuellement. Les poids moyens sont pas loin derrière. Après, j'aime le MMA, j'aime toutes les catégories, bien sûr. Les poids mouches, les mecs sont ultra complets. C'est les combattants les plus complets. Ils nous régalent à chaque fois. Maintenant, chez les poids welter, je trouve que tu as le spectacle, tu as de l'intrigue, et puis tu as de la grosse personnalité. Tu as le tiercé gagnant, le tiercé dans l'ordre, j'ai envie de dire. Donc voilà, tout est réuni. Bien sûr, Chandler ne dit pas de bêtises quand il dit qu'il est dans une catégorie très excitante. Lui dit la plus excitante, je sais pas. Mais c'est vrai que les noms chez les poids légers, les noms parlent à tout le monde. Makhachev, Tsarukyan, même Moïcano, Pimblet, Poirier, Chandler, Geji, ça parle à tout le monde. Ça, par contre, c'est vrai. Au niveau de la notoriété, on parle énormément des poids légers. Est-ce que ce sera le cas encore dans un an? Je ne sais pas. Donc en tout cas, voilà, c'était mes pensées MMA, le deuxième épisode. J'espère vraiment que vous appréciez. Faites-moi un retour. Je sais que c'est pas le format qui va faire le plus de vues, bien sûr. Mais en tout cas, j'espère que vous appréciez et on se retrouvera très prochainement. Aujourd'hui à 17h, d'ailleurs, il y a une nouvelle vidéo qui sort. Appréciez-la, je l'espère, et nous on se retrouve déjà ce soir 17h pour ceux qui regardent l'émission quasiment quand elle va sortir là, les pensées MMA, et puis je l'espère demain jeudi à 17h pour notre journal d'information qui reste bien sûr le cœur de cette chaîne. Passez un très bon moment, salut.